Aujourd'hui, si je suis en colère, je ne dois plus dire je vois rouge, mais bien je vois jaune. Vous me direz que ces gilets sont justement faits pour être vus. Et en tout cas, notre actualité fait qu'ils passent difficilement inaperçus. C'est le thème de l'émission Éclairage aujourd'hui. Les gilets jaunes et moi, un peu, beaucoup, passionnellement, à la folie. Pas du tout. Et tout de suite, un premier tour de table, histoire d'accueillir l'équipe habituelle. Messieurs, comment avez-vous été impactés, si c'est le cas, par ce mouvement des gilets jaunes? C'est parti. Bonjour Philippe. Hello, hello. Alors, je peux commencer, voilà, puisque les autres réfléchissent. Oui, voilà. Les autres réfléchissent. Les autres réfléchissent. Alors, moi, j'ai été impacté directement quand je suis allé dans mon petit magasin de quartier, parce qu'il n'y a plus rien dans les rayons. Il n'a pas eu de livraison depuis 10 jours. Les camions n'arrivent pas à sortir du... C'est un magasin dont je ne signerai pas... Mais ici en Alsace ? Ici à Strasbourg. Waouh. Dans mon quartier. Alors, il y a les grandes surfaces qui sont peut-être d'une autre... Mais mon magasin de quartier n'a plus rien. D'accord. Et je n'ai pas mis le gilet jaune sur ma planche de bord. Voilà. Ok, merci Bernard. Eh bien, je vais poursuivre. Marc. Impacté, oui, un peu le premier samedi. J'avais pas mal de rendez-vous et donc j'ai été bloqué sur l'autoroute, à l'aller comme au retour, avec une interrogation quand même, en l'occurrence pour le retour, à la hauteur quasiment de la Vigie. Il y avait, en tout, 6 voitures qui bloquaient tout. Je me dis derrière... quelle légitimité? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait visiblement un certain énervement de pas mal d'automobilistes. Voilà, ça m'interroge. Alors, on le disait dans le lancement de notre émission, on va essayer d'être de bonne foi. Je vais chercher à être de bonne foi sur cette lecture, de ce que constitue cet événement des Gilets jaunes, parce que pour moi, c'est pas obligatoirement très clair. Ok, très bien, merci. David? Moi, j'ai pas été touché dans mon quotidien spécialement. J'ai la chance de ne pas être loin de mon travail et tout ça. Mais par contre, j'ai été affecté. Ça m'a affecté, ce mouvement-là. Émotionnellement? Ah oui, je pense que c'est assez démoralisant en fait. Et j'ai effectivement des sentiments presque de colère ou de... Oui, je vous en parlerai parce que je trouve que ce qui m'insupporte, c'est quand on se sert des pauvres pour justifier ses propres inactions. Et c'est un petit peu le sentiment que j'ai souvent dans ce genre de mouvement. Très bien. Et me concernant, à part avoir un plein à la pompe limité à 30 € au Leclerc de Gaspolsheim la semaine dernière, ça m'a très surpris d'ailleurs. Moi, j'avais la fichette qui était bien marquée. Et tu n'as pas obéi? Mais j'ai pas obéi parce que je pensais que ça allait s'arrêter, ça ne s'est pas arrêté. Donc j'ai mis la suite parce que je devais aller à Cambrai. Alors c'était un peu loin, il fallait que je fasse le plein. Écoutez, apparemment je suis un bon citoyen parce qu'effectivement moi j'ai mis 30 € pile poil, vraiment. Oh dis donc, quelle obéissance, c'est formidable Philippe. Ouais, ceux qui connaissent, je pense que c'est pas formidable. C'est du tout normal. C'est vrai? Non. J'allais dire, on connaît. Je suis un petit peu rebelle en général. Cette émission, du coup, devrait vous intéresser, vous qui nous écoutez, vous qui nous regardez, parce que ce mouvement, manifestement, ici aussi, fait jaser dans les chaumières. Et plus sérieusement, et je crois que j'ai déjà senti une note relativement solennelle, ce mouvement des Gilets jaunes pose des questions, je pense des questions sérieuses, moi je trouve même certaines douloureuses, clairement. Et du coup, l'objectif de notre émission, je dirais presque as usual, c'est... d'essayer à la fois d'être dedans, puisque nous sommes des vrais gens ici autour de la table, je confirme, avec des impacts notamment sur le plan émotionnel, mais on va quand même prendre du recul de bonne foi, effectivement, comme disait Marc, à la fois sur le côté factuel, prendre le temps, on a bossé quand même pour cette émission, donc voilà, éclairer le plan factuel. On va bien sûr poser les impacts émotionnels que ça peut faire ici autour de la table et bien sûr chez nos auditeurs, et faire en dernière partie d'émission un inventaire des questions que ça pose et bien sûr des débouchés. Sur quoi tout ceci peut déboucher? Quel est l'accouchement en perspective? Est-ce que je peux formuler un souhait qui me semble compliqué mais qui me semble nécessaire? C'est que dans notre émission et au regard de la répercussion que peut avoir notre émission dans la réflexion des uns et des autres, de nos auditeurs, c'est de tenter d'éviter de renforcer les clivages. Il me semble qu'on est dans une société qui ne cesse d'avancer dans des lignes de fracture très malsaines. Okay. Et je me dis, comment on va faire par rapport à un mouvement qui ne facilite pas le fait de dire je suis pour, je suis contre, et puis de toute façon ceux qui sont contre c'est inadmissible parce qu'ils n'entendent pas, comme le disait David, la voix des pauvres, etc. Ça me paraît tellement simpliste. Voilà, comment on va tenter
d'apaiser et de ne pas être dans le renforcement du clivage. Ok, eh bien écoutez, pour ça, rappelons quelques faits à nos auditeurs. Qu'est-ce que vous aimeriez remettre sur la table, messieurs, en termes d'éclairage factuel? Juste rappeler que ce qui a mis le feu aux poudres, j'allais dire, c'est cette histoire de taxation sur le gasoil, oui. Il y en a une autre qui est annoncée pour janvier. Oui. Donc c'est cette accumulation. Le Sénat vient de décider qu'il votait non. Il était contre cette hausse au 1er janvier, mais il y a cette hausse en rappelant peut-être aussi que le prix de la matière première, du pétrole, a baissé. Donc on sait qu'il y a un peu un phénomène yo-yo, un peu. Vient de baisser. Oui, mais vient de baisser depuis quelques jours. Oui. Hein, c'est-à-dire que le gouvernement là-dessus n'a pas eu beaucoup de chance parce qu'il a cumulé l'arrivée de la taxe avec une très forte augmentation du prix du baril pendant quelques mois. C'est pas de chance. Ok, alors au niveau des faits, on paye beaucoup de taxes. Très bien. Alors, au niveau des faits, au niveau européen, c'est quand même une règle générale que la part de taxes par rapport au prix de matières premières est au-dessus de 50%. Hein. Oui. Enfin, la question que tu poses quand même, Bernard, alors après, il faut voir comment on l'appréhende. Mais cette taxe, alors on peut dire les politiques ne sont pas crédibles, etc. Mais c'est quand même une taxe qui doit encourager d'autres comportements pour avancer dans une transition écologique réelle. Et c'est de se dire, toute la voiture, le tout pour les énergies fossiles, on est mort demain si on continue comme cela. Alors, comment on appréhende ça? Ça s'emballe, tu vois. J'ai dit le feu aux poudres, tu vois. Restons sur l'aspect factuel. Ouais. Alors, sur l'aspect factuel, moi, je pense qu'il faut se souvenir qu'il y a quand même eu des signaux qui ont été lancés depuis plusieurs années et qui n'ont pas forcément été toujours entendus il y a plusieurs années, puisque finalement, toute l'idée de la taxe carbone, c'est de donner des signaux prix. C'est pas le but principal d'une taxe carbone n'est pas de récupérer de l'argent pour le réinvestir ailleurs. C'est un effet ça sert autant s'en servir. C'est un outil pédagogue. C'est un outil pour orienter, et comme toutes les taxes d'ailleurs, comme beaucoup de taxes et la taxe du pétrole, pour orienter des pratiques vers une direction. D'accord. Excuse-moi David, mais là j'ai mes souvenirs de cours d'économie où on apprenait l'élasticité prix, et il y a certains produits, quel que soit le prix, eh bien les comportements bougent très très peu. C'est le cas des biens de première nécessité et des produits addictifs, comme la cigarette par exemple. Donc apparemment, je ne sais pas si c'est très pédagogique. Moi je me souviens quand... Pardon. Quand tu fumais Non, pas quand je fumais, mais on disait, quand l'essence sera à 5 francs, on roulera plus. 5 francs, ça fait quoi aujourd'hui? Non, mais c'est pour ça qu'on sait très bien que si on fait des augmentations régulières et inodores, en fait, c'est comme la grenouille qui inodore, insensible. C'est comme la grenouille qu'on fait cuire dans l'eau. Si on la trempe dans l'eau bouillante, elle saute. Mais la grenouille, il a mis le gilet là. Enfin bref. Ouais. Il y a eu deux choses, parce qu'il y a eu la taxe carbone qui a été annoncée déjà dès 2007 sous la présidence de Sarkozy avec le Grenelle de l'environnement, puisque c'est quand même une idée qui a été lancée à ce moment-là en disant il faut vraiment donner ce signal. Et il y a le fait que le désamour pour le diesel, qui a quand même aussi été annoncé depuis plusieurs années en disant bon voilà, ça pose des problèmes de particules fines et tout ça. Et là, effectivement, ça fait... Comment dire, ça fait deux niveaux où on a l'impression où les gens ont l'impression d'être prisonniers d'une décision et presque d'un encouragement qu'on leur a fait à prendre du diesel, et maintenant ils se retrouvent avec des voitures diesel qui ont une certaine durée de vie, et on leur dit maintenant vous en changez. Oui, mais vous m'avez encouragé avant. Donc ça, c'est vrai que ça paraît particulièrement injuste. Ce que je trouve, on reste sur les faits. Oui, tu parlais de factuel. J'ai quelques faits encore à proposer. 3 points pour essayer d'être rapide. Le premier, c'est quand même le démarrage de ce mouvement qui s'inscrit, c'est sans doute une des premières dans notre société, dans un développement lié aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est Facebook, alors moi j'avoue, je n'ai pas très bien compris comment, peu à peu, à travers les réseaux sociaux, un appel fait tache d'huile et arrive à une mobilisation comme celle-là. Ce qu'on appelle la viralité. Oui, et c'est le principe des groupes privés aussi sur Facebook, des groupes thématiques en fait. La deuxième chose, c'est quand même, ça c'est factuel aussi, et un certain nombre d'études l'ont révélé, c'est que depuis maintenant plusieurs années, le pouvoir d'achat des classes moyennes et populaires, pauvres, on va dire grosso modo moins de 2000 € de rémunération mensuelle, ont trinqué, ont perdu du pouvoir d'achat, et relativement fortement, à un moment
où les classes les plus aisées n'ont cessé de progresser dans leur richesse. Là, il y a quelque chose qui, de fait, paraît inadmissible. Et puis, la troisième chose, je ne peux pas m'en défaire, c'est que ce mouvement me semble, et on a du mal à voir les choses émerger, mais me semble, on dit que c'est un mouvement populaire, c'est un mouvement de base. Et il me semble quand même terriblement naissant de courants d'extrême. À mon avis, plutôt d'extrême droite, mais aussi peut-être d'extrême gauche. Et là aussi, c'est qu'est-ce qu'on attend de cela? Et on sent bien peut-être une détresse de gens qui, tout à fait de bonne foi, participent à ce mouvement-là et qui aujourd'hui sentent qu'il y a un petit malaise, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Juste pas, en écho, Marc a dit les personnes qui ont moins de 2 000 euros, il faut rappeler que le salaire médian en France, c'est 1 750 euros. C'est-à-dire qu'il y a la moitié de la population française qui vit avec moins de 1 750 euros par mois. Ce qui m'a frappé aussi en termes de faits, c'est le mouvement du côté belge, en Wallonie. On n'en parle pas. En Wallonie, en fait, ils sont que quelques-uns, quelques centaines, et un tiers des stations-service sont en pénurie en Wallonie francophone, qui est la région la plus pauvre de Belgique. Ce qui m'a frappé, c'est ce que disait également tout à l'heure dans son témoignage Marc, c'est que quelques voitures ou quelques participants ont un pouvoir de blocage et certains appellent de nuisance extrêmement important. Donc il y a le côté réseau social, effectivement. Il y a le côté capacité de bloquer en termes quantitatifs. Il y avait 280 000 personnes le 17 novembre dernier. 106 000 le samedi dernier. Et puisqu'on en est sur les chiffres, apparemment, M. Lassalle a pris une amende de 1 500 € pour apporter un gilet jaune à l'Assemblée nationale. Vous avez vu ça ? 1 500 € le gilet jaune, ça fait cher. Ça doit être du Gucci, peut-être. Je ne sais pas. Voilà. C'est le respect de la tenue vestimentaire auquel le président qui préside les parlements tienne absolument. C'est de dire on ne doit pas dériver, souvenons-nous, de l'attitude et de l'amende qu'a eu François Ruffin quand il est venu, lui aussi, avec d'autres signes représentant d'autres classes. Un maillot de foot, je crois. Et pour terminer peut-être sur l'aspect factuel, enfin, à moins que David ait encore quelque chose à rajouter, pour quand même rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire aux Gilets jaunes ce qui est à eux, je me suis quand même intéressé à leur liste de revendications. Donc même si effectivement leur revendication de départ ou l'élément déclencheur est lié à l'augmentation du litre d'essence et de gasoil, aujourd'hui, vous pouvez trouver assez facilement une liste assez claire de 12 revendications qui globalement, à mon sens, je le résumerai, tournent autour de la lutte pour l'augmentation du pouvoir d'achat. Je crois que c'est factuellement exact de leur reconnaître du SMIC avec un sacré. Voilà, donc c'est devenu Prévert quand même. Voilà, j'allais dire, c'est un panier de commissions dans lequel on a mis pas mal de choses. Oui, alors ils proposent des choses quand même. J'ai lu le tract. Et au fait, ça y est, ils ont mandaté des représentants. Ils ont mandaté. Le terme mandaté est un peu fort. Il y a soi-disant 8 représentants qui ont émergé à travers une consultation Facebook. Et beaucoup disent, mais nous on n'a rien vu, etc. Donc là aussi, on verra bien. On verra bien. Vous n'êtes pas d'accord avec le terme mandaté. Pourtant, ils s'appellent justement, ce ne sont pas des leaders, ce sont des messagers, je cite. Et qui se veulent en dehors de tout corps intermédiaire, de tout corps syndical. Oui. Donc, je sens un peu d'ironie autour de la table ou... Non, c'est pas de l'ironie. C'est pas de l'ironie, c'est qu'ils veulent le faire. Et je pense que les choses émergent naturellement. Après tout, c'est une façon de faire émerger les choses. Mais c'est vrai que c'est pas un mandat sous l'égide d'une institution syndicale et tout ça qui est équipée pour ça. Ils ne sont pas équipés puisque c'est pas né d'un corps intermédiaire. Alors, ce qu'on est déjà en train de dire, mais c'est plutôt pour la partie de tout à l'heure, que du coup, ce mouvement est voué à l'échec parce qu'il ne rentre pas dans les corps intermédiaires habituels, David ? C'est un risque. C'est un risque, en tout cas. Oui. D'accord. En tout cas, merci pour cet éclairage je voulais juste... Il y a un élément factuel, c'est que là, il y a donc une taxe supplémentaire qui est arrivée. Et on considère que ça fait une taxe de trop. Quand même, c'est illisible dans la politique du gouvernement, mais quand même, la position du gouvernement, c'est de dire les taxes sur le travail sont transférées sur la taxation écologique. C'est ça, c'est-à-dire que ces taxes-là ne sont pas principalement utilisées pour faire des investissements écologiques, pour renforcer les transports en commun, sont surtout destinées à faire un équilibre avec les baisses de taxes sur le travail, parce qu'il y en a, paraît-il. Oui, moi je peux en témoigner. Moi, je suis indépendant et j'ai une salariée. Voilà, donc en fait, ça veut dire que la charge fiscale n'est pas augmentée en général. Il y a eu vraiment ce transfert. Mais ça c'est considéré comme inacceptable. C'est-à-dire que ceux qui sont pour qu'on mette l'accent sur le travail
devrait considérer que le gouvernement a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire baisser les charges sur le travail pour le mettre sur l'essence. Mais il y en a d'autres, dont je fais partie, qui considéreraient que c'est important de faire ça, mais qu'il faudrait aussi un peu sanctuariser cette somme-là pour la mettre dans des investissements écologiques et développer les transports en commun. C'est-à-dire que de toute façon, qu'on comprenne le problème, si on veut vraiment développer des alternatives à l'essence, il va falloir taxer plus que ce qu'on taxe aujourd'hui pour investir. Il faut que ce soit des investissements et pas des paniers percés comme l'est la dépendance d'une ressource fossile qui vient d'ailleurs. Voilà. Ok, Bernard. Juste par rapport à ce que tu dis, ceux qui veulent qui voudraient en tout cas qu'on tolère ce glissement des taxes, on a le même problème avec le fait il faut rentrer dans la démarche écologique, il faut tout ça, et puis aujourd'hui, mais qu'est-ce que c'est, il faut arrêter. Il y a beaucoup de retournements de situation qui font que certains qui disaient qu'ils étaient pour l'écologie, aujourd'hui se retrouvent à manifester autrement. On termine autrement. cet aspect factuel avant qu'on parle d'émotionnel, Marc. Sur la question de la lisibilité des taxes, je crois que de fait, il y a eu un réel effort du gouvernement, souhaité par le président Macron, d'essayer de contrebalancer. On augmente sur certains aspects et on réduit sur d'autres. Je prends l'exemple de la taxe d'habitation, qui devait être très popularisée, très médiatisée, et qui devait vraiment être un effet choc, disparition de la taxe d'habitation. Tu en parles à l'imparfait. La réalité. Moi, autour de moi, je pose la question de savoir qui a vu l'effet de la taxe d'habitation. Moi, je suis à plus 10%, mais apparemment, je fais partie des 20% des Français les plus aisés. Pour l'instant, j'ai pas réussi à trouver beaucoup de gens pour qui véritablement la taxe d'habitation a été baissée. Ce que je veux dire là, c'est que la lisibilité de la taxe sur le pétrole, on va dire au sens large du terme, elle est manifeste. En quelques mois, l'essence, et si on voit même sur un an, a augmenté de plus de 50 centimes. Et 50 centimes un litre. Quand je roule, je vois tout de suite l'effet. Ouais, c'est clair. Les réductions des autres taxes, quelle lisibilité réelle j'en ai. C'est-à-dire que se pose la question de la crédibilité des choix politiques et de leur lisibilité. Oui, tout à fait, très juste. Ouais. Sur l'aspect émotionnel, on a dit que c'était une actualité qui du coup, toujours dans les chaumières de nos auditeurs et ici autour de la table, avait quand même un certain impact. Quelles sont les émotions qui sont relayées par cette actualité? Alors, quelles sont celles que ça peut provoquer chez nous, là, en tant qu'observateurs et des fois personnes qui subissons? Et quelles sont les émotions véhiculées aussi derrière ce mouvement, en fait, David? Moi, mon émotion, c'est que... Tu en as parlé tout à l'heure, oui. Oui, mais c'est en fait ça, parce que, et ça revient à ce qu'il disait sur les... Parce qu'il y a des mesures d'accompagnement souvent dans les taxes, qui sont normalement, alors après plus ou moins forts, qui sont destinés justement à amortir le choc pour les revenus les plus faibles. Ouais. C'est le cas pour la taxe carbone, où il y a des aménagements, des chèques énergie, enfin il y a pas mal de choses qui ont été revalorisées d'ailleurs récemment. Mais bon, déjà c'est peut-être pas suffisant. Et en plus, il y a la classe moyenne qui n'est pas bénéficiaire de ces aménagements pour accompagner des nouvelles taxes ou des choses comme ça. Par exemple, effectivement, tout le monde ne sera pas bénéficiaire des aménagements sur la taxe d'habitation. Voilà. Et donc là, il y a un sentiment de déclassement pour une population qui a de la marge, et qui est capable de faire des efforts de solidarité et des efforts de solidarité avec les générations futures, c'est-à-dire de faire vraiment un changement, une transition écologique. Et là, je pense qu'il y a énormément de cynisme et je pense de quelque chose de vraiment d'immoral, parce qu'en fait, je sais pas, il faudrait faire une étude sociologique sur tous les gilets jaunes. Qui sont ces gilets jaunes? Mais quand je vois autour de moi des gens chercher leur enfant avec des 4x4 et avec le gilet jaune sur le pare-brise, je me dis, oui d'accord, mais c'est quoi en fait? Là, tu vas pas me dire que tu fais ça pour défendre les pauvres. Enfin, quel est le sens encore de faire tout ça? Et ça a tendance à me mettre en colère en fait. Et pour moi, c'est la même expérience que j'ai quand on parle d'alimentation biologique. C'est très fréquent quand on discute de ça, parce que j'ai fait beaucoup d'animations et tout ça, des ateliers cuisine, et pour parler d'une alimentation plus saine, plus simple, plus directe et tout ça. En fait,
les gens qui sont assez pauvres, en fait, en général, sont assez contents, en fait, de dire, et ils n'ont pas envie qu'on leur dise, oui, mais le bio, c'est pas pour vous, vous n'avez pas assez d'argent. Non, ils ont envie de bien manger et tout ça. Mais souvent, j'avais des gens qui me disaient, alors qu'ils avaient les moyens eux-mêmes de manger bio et de faire attention, ils disent, oui, mais vous savez, qui peut s'acheter ça? Les pauvres, ils peuvent pas s'acheter ça. Mais je te parle pas des pauvres, je te parle de toi. Voilà, pourquoi me parler des pauvres? Ou bien, oui, mais il y a ces bobos qui importent. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut toujours prendre des cas caricaturaux, que ce soit dans le sens des plus pauvres ou dans le sens des plus bobos, juste pour éviter de se mettre en face, comme par avant, de ses propres inactions à soi. Et là, on est quand même des millions de personnes à pouvoir agir. Et on peut choisir, ou bien on va faire une marche pour le climat, où on va dire, OK, je demande que le gouvernement agisse et je sais que ça va me coûter. Mais je suis prêt à le faire. Il y a cette attitude-là, ou bien l'attitude de dire non, je refuse de changer parce que la solution ne va pas être parfaite. D'accord, mais moi, puisqu'on parle de colère, je vois aussi de la colère dans les commentaires des Gilets jaunes, parce que justement, par rapport à cet effort, et notamment vis-à-vis de la transition écologique, ils trouvent qu'il y a une inéquité, il y a un sentiment profond d'inéquité fiscale, quoi. Il y a un côté, c'est toujours les mêmes qui trinquent, le côté vache à lait, pompe à fric, les expressions sont assez fortes. Ouais. Vous partagez, vous, ce sentiment global, c'est un sentiment d'inéquité fiscale. Et alors, excusez-moi, mais ça tombe super mal, quoi. Carlos Ghosn. Mais d'inéquité fiscale, mais globalement, c'est le reflet d'une inégalité dans notre société qui, pour moi, est insupportable. Insupportable. Donc c'est ça qui est en train de péter en ce moment, alors, en fait, non? Je ne sais pas si c'est ça qui est en train de péter, parce que la lecture, je crois que David l'expliquait, la lecture du mouvement Gilets jaunes, à mon avis, il est difficile à traduire. C'est-à-dire qu'on est dans un mouvement, alors comme souvent dans les mouvements, qui sont toujours dans non. On va dire non, mais qu'est-ce qu'on propose comme nouveau modèle de société? Il propose la création d'une assemblée citoyenne, par exemple. Il propose que les parlementaires, en tout cas à l'Assemblée nationale, baissent de 30% leurs revenus. Hein. Et quand moi je comprends leur colère quand j'entends M. Darmanin qui parle de ces restaurants parisiens à 200 € sans le vin. Hein. Je me dis, là, il y a deux France, là, il faut qu'on se réveille. Hein. On est bien d'accord qu'il y a deux France, mais là aussi, c'est presque un peu... Au moins deux. Caricatural sur ce plan-là. Ah ouais, mais... ça énerve, non? La différence et la fracture, ça énerve. Quand j'entends tous ceux qui sont interviewés, représentants des Gilets jaunes, de dire effectivement, on en a ras-le-bol de ne plus nous pouvoir nous faire plaisir parce que dès le 10 du mois, on tire la langue et on n'est plus capable de s'acheter un certain nombre de choses. Ça, je crois qu'il faut l'entendre quand on voit par ailleurs un reflet, une image de la richesse et des possibilités des uns et des autres. Et là aussi, notre société médiatique nous y aide. C'est intolérable. On se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'ai fait pour être dans une situation d'aussi grande difficulté? Qu'est-ce qu'a fait l'autre pour avoir cette aisance-là? J'entendais un ouvrier de Renault qui, du coup, par rapport à la démission, enfin pas la démission forcée de Carlos Ghosn, était un peu énervé, quoi. Hein. David. Après, c'est sûr qu'il y a un mouvement anti-élite, anti-système qui est là et qui est dangereux, hein, qui est dangereux parce que il peut aller loin et il peut avoir des relents qui sont dangereux. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des excès qui sont insupportables à certains moments et c'est vrai qu'il y a des gens qui feraient mieux de se taire au gouvernement que de parler, ça c'est sûr. Mais je crois que c'est difficile de ne pas dire des bêtises en ce moment, mais bon, peut-être qu'on en dit d'ailleurs ce matin. Mais moi je pensais, il y a quand même quelque chose qui m'a frappé, vous avez certainement regardé l'émission politique avec Nicolas Hulot, qui faisait face à un représentant des Gilets jaunes et qui était très très méprisant avec Nicolas Hulot, qui disait qu'il ne comprenait rien, que c'était un clown, qui le faisait rire et tout ça. Je trouvais, c'était très dur à entendre. Et cette personne-là, c'était pas un smicard, cette personne-là était agent immobilier. Voilà. Donc, je sais pas, moi si j'avais été Hulot, j'aurais vraiment résisté à lui demander, mais est-ce que vous connaissez mieux la question la condition des pauvres que moi? Est-ce que vous, en tant qu'agent immobilier, vous êtes représentant, mais en quoi vous roulez? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous pratiquez votre politique de solidarité quand vous êtes agent immobilier? Est-ce que vous ne participez pas à l'augmentation des loyers qui aussi écrasent les pauvres? Enfin, je veux dire, c'est tellement facile de cracher son ressentiment dans une personne qui est un représentant, qui a été à un moment donné, qui a eu un mandat dans un gouvernement. Mais au quotidien, qu'est-ce qui fait que nous, on est vraiment mandatés par un élan de solidarité? Et ça, c'est très facile de le cacher au quotidien. Parce que, voilà, alors bien sûr, on peut mettre son gilet jaune pour dire, oui, je suis solidaire de tout le monde, et en particulier de moi-même.
En termes d'émotion, moi j'ai aussi vu j'ai entendu de la tristesse quand j'entendais quelqu'un des Gilets jaunes qui était interviewé. Et pour moi, il y avait de la tristesse par rapport à un sentiment de non-reconnaissance et de mépris. Il y avait presque, peut-être inconsciemment, de l'ordre de l'affectivité. Comment on nous parle, les expressions premier de cordée, par exemple, les 200 € de M. Darmanin. Peut-être que lui, il n'aurait pas dit, cette personne, mais moi, j'ai vraiment senti, c'est peut-être mon regard de coach, mais une tristesse sur, mais déjà, comment on nous parle ou comment on se sent considéré, ou en l'occurrence, déconsidéré. Et presque un côté, une attente affective, qui, moi, ne me surprend pas, en termes de systémique, par rapport notamment à M. Macron, quoi, qui est perçu comme étant lointain, bon pour les premiers, pour les forts, pour les winners, on dirait, et moi, qui suis en périphérie, en France-Rurale, on en parlera peut-être tout à l'heure de ces deux France. Comme je disais, au moins deux. Oui, au moins deux. Oui, parce au moins que deux. C'est vrai que quand on est dans une nouvelle campagne des Restos du Cœur, la 34e. Ça fait 34 ans que ça ne devrait plus exister. Je veux dire, tu dis, jusqu'où est-ce que moi je suis prêt à m'investir? Jusqu'où est-ce que moi je suis prêt à faire quelque chose pour que ça change? Eh ben, je vais donner peut-être une boîte de conserve pour la campagne de collecte. Jésus a dit qu'on aura toujours des pauvres avec nous, mais ok. Oui, mais... Bon, là, j'ai peut-être dit une bêtise. Non, parce que tu n'as fait que citer une parole de Jésus. Donc, ce n'est pas une bêtise. Mais c'était un peu que... J'avoue que je suis un peu fataliste sur ce sujet. Philippe, pardon. Deux points. Marc. La première, tu parlais, et David le mentionnait aussi, de la question de la citoyenneté. Il a parlé de ça, David. Je crois, oui. Du citoyen, de la place du citoyen, de l'Assemblée citoyenne demain, etc. Tu vois, on est... je crois que c'est une vraie question. J'ai envie de me projeter un peu sur l'avenir, et c'est ces deux points sur lesquels je voudrais insister. Si ce mouvement des Gilets jaunes nous amenait à prendre conscience que, comme citoyens, nous avons à être acteurs pour construire la société de demain, parfois même, bien évidemment, au mépris de ceux qui sont en charge du politique aujourd'hui. Oui. Mais je dis tant mieux. Mais dans mon village, là où j'habite Gaspolsheim, la question de la citoyenneté, elle est vraiment posée. Qui est prêt à retrousser ses manches pour qu'ensemble on puisse construire quelque chose? Ça, c'est la première chose que je veux dire. C'est derrière, oui, je crois qu'il est grand temps que notre réalité de citoyen puisse s'affirmer, mais dans un aspect de positif. On va se retrousser les manches pour ensemble construire une société qui soit mieux adaptée pour l'avenir, pour nos enfants, pour nos futurs petits-enfants, etc. Ça va nous faire une transition sur les perspectives, du coup. Oui. Deuxième chose, je crois qu'on est, et c'est incontournable, sur la question des efforts que nous allons avoir tous à faire pour tenter de réussir une transition écologique qui relève l'énorme défi d'une planète qui est en voie de mourir. Et ça, je crois qu'il faut en avoir conscience. En tout cas. L'humanité, en tout cas, la planète. Au moins l'humanité, oui. Ça sera un soubresaut de son histoire géologique. Et donc, la question, c'est quand même de se dire, qu'est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on se rend compte des efforts que nous allons avoir à faire, des changements de nos pratiques quotidiennes? Et ce qui m'inquiète un petit peu, mais je crois que je peux être solidaire aussi d'une certaine manière, m'identifier à cela, c'est que nous voulons plus de pouvoir d'achat, mais plus de pouvoir d'achat pour faire quoi? Pour consommer plus, avec toutes les conséquences que ça a? Black Friday. Pour finalement... Black Friday, par exemple, un système vraiment aberrant, pour s'inscrire dans une société toujours plus commercialisée, où l'économique va toujours plus le dominer. Mais non, il va falloir qu'on repense les bases de notre société. Alors qu'il disait surconsommation, Black Friday, il y a le contre-coup, il y a le Giving Tuesday. Dans la semaine qui suit le Black Friday, on invite les gens à donner. Non pas à acheter, mais à donner. Donc, très américain. Voilà. Oui, mais ça commence en France. Parce que le Black Friday est aussi américain. Oui, c'est pour ça que je dis très américain, tout ça. Okay. Jusqu'où on a à suivre tous ces élans américains. De terminer avec cette dernière partie avec une petite pause, effectivement, sur maintenant, c'est quoi les suites potentielles? C'est quoi les perspectives? Ça veut dire quoi demain se retrousser les manches? Éclairage. Éclairage, éclairage. Sur une tendance de société, sur une actualité, un débat pluriel et surtout, de bonne foi.
éclairage. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez, que vous portiez un gilet jaune ou pas, puisque c'est le thème de l'émission aujourd'hui. Et on s'est engagé, alors que c'est un sujet potentiellement explosif, de prendre du recul sur les faits, sur les émotions, et on aborde cette dernière partie d'émission sur, et on l'a déjà entamé, sur le... Ok, mais alors concrètement, quelle suite, quelle perspective, comment quel peut être l'accouchement en fait dangereux ou potentiellement plein d'espoir. David. Déjà, peut-être commenter la réaction du gouvernement et les actions, les concessions finalement qui ont été faites suite à la naissance de ce mouvement. Donc ils ont annoncé quatre éléments. Qui sont une revalorisation de la prime pour changer son véhicule diesel, qui montait à 4 000 € alors qu'il était à 2 000 € et qu'ils envisageaient de la supprimer, de cette prime. Hein. Donc elle a été remontée. Donc pendant 1 an, c'est le bon moment pour changer de véhicule, on va dire. On va dire ça touche tout le monde parce que je trouve qu'ils ont fait un panachage qui est intéressant. Après, il y a la prime énergie qui vraiment est destinée à compenser, à amortir le choc pour les revenus les plus pauvres. Et là, ils ont élargi l'assiette, c'est-à-dire beaucoup plus de personnes vont en être bénéficiaires de ce chèque énergie. Donc les conditions de ressources vont être un peu élargies. Okay. Et puis il y a un troisième élément, c'est les aides pour le changement de la chaudière au fioul. Donc ça c'est pour les propriétaires. Donc on voit qu'il y a tous les automobilistes, ceux qui roulent, il y a les gens les plus pauvres, il y a les propriétaires, donc on les aide à changer. Et il y a quatrièmement, pour les professions libérales surtout, enfin voilà, les aider à augmenter la valorisation du kilométrage, du remboursement, de l'indemnité kilométrique. J'avais zappé ça me fait plaisir. Et oui, voilà ce qui est annoncé. Et je trouve que c'est intéressant parce que voilà, il voit bien en fait, ça montre toute la problématique de tout ça, c'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut pas léser l'économie. Et parce que évidemment, les taxes sur le pétrole, ça joue aussi sur l'économie, surtout sur les petites entreprises. Il ne faut pas léser aussi les plus pauvres, et là c'est un grand chantier et on n'en fait jamais certainement assez, et puis en même temps voilà, il faut que tout le monde puisse entrer facilement dans une évolution de ses pratiques et du choix de son véhicule qu'il va devoir faire dans les prochains mois ou prochaines années. Merci David. J'ai envie de réagir juste par rapport à ces modes que le gouvernement veut inciter à développer. La voiture, changer de voiture, laisser tomber son diesel pour acheter quoi? Une voiture électrique. Et comment on va produire cette électricité demain? Est-ce qu'on sort du nucléaire? Il y a tout un ensemble de questions derrière. Oui. Mais est-ce qu'on ne devrait pas... Non, mais est-ce qu'on il y a des contre-arguments qui circulent sur Internet d'ailleurs à ce sujet-là. Hein, Laissez-moi finir. Est-ce qu'on ne devrait pas juste... je taquine. Non, mais Bernard, il a une solution. Fini, Bernard, mais non, fini. Réfléchir autrement... et il y a des pistes qui sont à l'étude sur des notions de covoiturage, de développer des transports collectifs plus opérationnels qu'ils ne le sont. Moi, je connais des personnes qui ont décidé de plus prendre le tram à Strasbourg parce qu'aux horaires où elles doivent le prendre, c'est infernal. Il y a trop de monde. Il n'y a pas assez la fréquence des trams n'est pas suffisante. Donc, il y a peut-être des pistes, c'est pas des solutions miracles, mais si on arrive à conjuguer un certain nombre de choses, le covoiturage... Ambassadeur Blablacar, hein, moi, voilà, personnellement. Mais c'est moi qui conduis. Mais des choses comme ça, mais pourquoi pas? Il y a aussi d'autres modes. C'est une perte de liberté, hein. D'accord. Déjà, ça, c'est une perte de liberté. Mais ça demande déjà une concession. Eh ben voilà. Alors, quelle perspective il y a à ce mouvement Gilets jaunes? Avant la pause, on parlait de quoi où ça pourrait être dangereux. Il y a un journaliste qui a dit, un sociologue, pardon, que ça ressemblait à une jacquerie. C'est le mot que j'avais utilisé. Ça fait longtemps que je n'avais plus entendu ce terme. J'ai entendu cette interview. Et je suis tout à fait d'accord avec ce terme. Alors, j'aimerais enlever le côté éventuellement un peu méprisant. Parce que moi, je n'aimerais pas qu'il soit méprisant dans ma bouche, mais il y a un côté jacquerie, il y a un côté, entre guillemets, bas peuple qui se dit on va prendre Versailles, quoi. Mais il n'y a qu'à regarder les Champs-Élysées à Paris l'autre jour. La façon dont des barricades ont été installées. Je veux dire, on est dans un... On ferait quand même pas le distinguo, là? Même moi, c'est moi qui dis ça, le distinguo entre... mais les casseurs et tout ça. Oui, bah, c'est sûr que c'est un mouvement qui n'est pas très organisé, donc forcément, la sécurité n'est pas forcément super bien faite. Après, effectivement, moi, je vais dire, il y a 100 000 personnes, il y a 100 000 personnes qui ont manifesté. C'est ça qui s'est passé. Évidemment, il y a des violences sur un mouvement qui est basé quand même sur beaucoup de colère et en plus qui n'est pas suffisamment structuré. Il y a des menaces sur les élus. Hein. Je veux dire, il y a une propriété là du côté de Bordeaux qui a été envahie. Il y a vraiment
un côté Jacquerie. Mais d'ailleurs, la maison de Marc, à mon avis, à Geisposheim, on va pas donner l'adresse. D'ailleurs, excuse-moi, je repensais juste par rapport à ça, et quelque chose que je voulais rajouter quand tu en as parlé, Marc. La façon dont on est arrêté sur la route avec ces barrages filtrants qui s'autorisent comme ça, en fait, à filtrer les gens, parfois même qui leur demandent de porter le gilet pour les laisser passer, tout ça. Et là, je me dis, mais quand ça se produit, qu'est-ce qu'on fait? On appelle la police? Est-ce que la police intervient? Est-ce qu'on peut comme ça embêter tout le monde? Est-ce que moi, je peux aller sur la route et avec 10 personnes et puis... J'ai prévu de le faire tout à l'heure sur la 35, je vous préviens juste. Ouais. D'accord, je partirai de l'autre côté, c'est bon. Oui, Jacquerie... Il y a un côté milice, pardon, excusez-moi, c'est le terme. Oui. Ce qui est certain, c'est qu'il me semble que ce mouvement-là interroge nos pratiques démocratiques. Ouais, ça c'est bien. Ça me paraît évident. C'est-à-dire que la démocratie, elle doit s'organiser, elle doit être organisée. Elle passe par des systèmes d'élection. Alors, là, tu disais tout à l'heure, il y a 8 nouvelles personnes qui sont mandatées. On va voir jusqu'où le mandat. Ils ont demandé un rendez-vous au gouvernement. Je leur souhaite aussi bon courage par rapport à éventuellement ce qui pourrait émerger de ce qu'ils obtiendront, au regard de ceux qui les soutiennent, qui vont dire « Non mais attends, tu nous prends pour des billes, c'est pas possible. » Parce qu'on va rentrer dans un jeu... Jacquerie, c'est dire on fait exploser notre colère. Et la colère, elle peut être légitime, sauf qu'elle n'est finalement, on le dit, jamais bonne conseillère et qu'elle ne nous invite pas à pouvoir construire quelque chose. Il faut sortir de la colère pour pouvoir s'asseoir et de manière réfléchie, travailler avec d'autres pour dire, une fois qu'on a posé notre colère, comment on s'en sort? Qu'est-ce que l'on construit? C'est toute la dynamique de quand on est face à un conflit, comment les deux parties de ce conflit sont à même, avec intelligence, de trouver des solutions qui permettent aux deux parties demain de sortir gagnants et vainqueurs. C'est cette question-là qui est posée. Et sur quel projet on s'appuie? Là, donc, pour la démocratie, c'est vrai que je suis un peu inquiet. Je ne peux pas l'enlever aussi. Des montées quand même de plus en plus croissantes, des populismes qui arrivent au pouvoir. On en a déjà parlé par rapport à la situation brésilienne. Je l'avais dit. Moi, c'est des situations qui m'inquiètent parce que quand la colère, quand le ras-le-bol amène à voter des extrêmes et à dire, ben voilà, il y a peut-être un grand chef dictatorial qui va pouvoir changer les donnes, je me dis, attention. Du coup, est-ce qu'il y a des aménagements parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui disent qu'il y a une crise de notre République actuelle, qu'il faudrait revoir, parce que parmi leurs revendications, il y a une assemblée citoyenne, la création d'une assemblée citoyenne, la suppression du Sénat, bon ça c'est un serpent de mer, hein, et le recours plus fréquent à des référendums, comme ça peut se passer dans d'autres pays. Vous y croyez Moi, je pense qu'il ne faut pas se retenir d'expérimenter parce que je crois qu'on est de toute façon devant une situation inédite. C'est que les changements sont tellement rapides que nos démocraties ne sont pas équipées pour. Des rythmes de 5 ans d'élection avec des gouvernements qui sont élus sur des promesses dont ils savent très bien qu'ils vont pouvoir passer que 1 ou 2 ou 3 grandes réformes en forçant souvent quand même la majorité ou l'opposition. Enfin voilà, c'est compliqué et on n'a pas encore inventé un mode agile de démocratie qui ferait qu'en l'espace de quelques années, on est capable d'analyser une situation, de prendre une décision et de mesurer les conséquences. Parce que quand on ne mesure pas l'effet d'une mesure... c'est comme si cette mesure n'existait pas. Et là, je crois qu'on ne s'est pas inventé, on n'a pas inventé encore la nouvelle démocratie qui permettra, en plus, bon, déjà parce que le monde change très vite, technologiquement, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, l'automatisation, ça bouleverse complètement les agents économiques et tout ça. Mais en plus, on a ce défi écologique qui devient urgentissime, qu'on n'arrive pas à croire que c'est urgentissime, au point que des populations sont capables de voter pour quelqu'un qui le nie. Et on a quand même 2 grands chefs d'État maintenant qui le nient ouvertement et qui ont pourtant un rôle très important sur l'écologie. Voilà. Et donc, on ne sait pas. Donc, il faut expérimenter. Donc, moi, je vais avoir aucun jugement là-dessus pour dire oui, une changé. Essayons. Cassons-nous la gueule. Réessayons. Refaisons les choses jusqu'à ce qu'on trouve des solutions et que surtout on reste dans une dynamique de proposition et de construction. Et moi, ça m'interroge beaucoup parce que je sais que l'énergie de la colère est souvent beaucoup plus mobilisatrice et
chez le gouvernement. C'est-à-dire que moi, je fais partie des gens qui sont un petit peu doux, quoi, qui manifestent avec des jolies pancartes, qui font des trucs et tout ça. Mais à quoi ça sert? On se rend compte qu'un bonnet rouge ou qu'un gilet jaune, il est capable en quelques semaines de bloquer tout le monde et donc du coup de faire bouger le gouvernement. Nous, si on fait une marche sur le climat en disant gna 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 avec nos jolis enfants et nos jolis dessins, ça sent le vécu, hein. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait bouger les choses? Comment on dit au gouvernement, mais bon sang, il faut agir. Donc, Philippe, la question... Oui, Bernard. Bernard était dans la liste d'attente, là. J'étais en il nous reste 3 minutes. Juste, on disait, la démocratie fonctionne pas tout à fait comme on aimerait. J'ai quelques connaissances qui résident en Suisse. Je suis désolé, mais le principe de la votation en Suisse est un principe où la démocratie est beaucoup plus sollicitée sur des initiatives qui, à la base, sont des initiatives de mouvements citoyens. L'amicale des joueurs de pétanque qui veut que la pétanque devienne sport national. Il collecte des signatures, c'est proposé à la votation, oui, non, en diable, on y va. Okay. Et on passe pas par des référendums. Mais oui, mais c'est parce que c'est la Suisse. Philippe, dans la question que tu posais, n'oublions pas quand même que la question de l'Assemblée citoyenne, la question de la transformation de la Ve République en une Sixième République, etc., était au cœur des débats politiques de nos dernières élections présidentielles. Avec Mélenchon. Donc cette question-là, avec Mélenchon et d'autres, Benoît Hamon a aussi fait des propositions, etc. Donc ces questions-là, elles sont bien sûr au cœur. Alors, est-ce que ce mouvement des Gilets jaunes relance ces débats-là? J'en suis pas convaincu. Suis pas convaincu. Peut-être qu'il y sera emmené de lui-même sans forcément le vouloir. Peut-être. Okay. Parce que c'est un piège aussi de rentrer à un moment donné dans un mode de concertation. C'est pas la même chose que de bloquer les routes. Qu'est-ce qu'on aimerait dire à nous-mêmes et à nos auditeurs, ceux qui nous regardent, sur maintenant le côté chrétien? Quand ça réagit en vous, rapidement, pour terminer, le chrétien? Moi, je vais tout de suite répondre à ma propre question, et en fait, je sais pas. Je suis un petit peu perdu, là, et ma femme me demandait, mais toi, Philippe, tu aurais des idées, là? C'est quoi les solutions, là, par rapport à ces colères, etc. Et j'étais un peu sec, là. À part me réfugier dans ma propre espérance, liée à ma relation avec Dieu et ma vision du monde, mais concrètement, là, pour me retrousser les manches, j'étais un peu sec, voilà. Moi, je dirais ce qui m'apparaît toujours dans ma démarche de foi, c'est de tenter, même si parfois je ne comprends pas, d'être à l'écoute. Et je crois que c'est ce qui amène aussi, et je le verrai comme une démarche chrétienne, c'est vraiment pour un gouvernement d'être à l'écoute, de sentir tout ce qu'il y a derrière. Cette question de l'écoute me paraît fondamentale. La deuxième question, parce qu'elle est au cœur de l'Évangile, c'est est-on prêt à changer nos modes de vie? Jésus le répète, es-tu prêt à abandonner ce qui fait le cœur de ta vie aujourd'hui pour me suivre dans une certaine pauvreté? Okay. Va avant tout ce que tu as. Bernard. Et donne-le aux pauvres. C'est pas une parole de Jésus à quelqu'un qui vient l'interroger sur la situation. Qu'est-ce que je peux faire pour que ma vie soit ait un sens? C'est un peu caricatural, j'en conviens. Oui, après la discussion, il a dit ça. Oui, il y a une personne parce que c'était ça dont il avait besoin. Mais comment est-ce que je peux remettre ma vie en question au regard de ce que je vis, de ce que je côtoie? On a parlé des Gilets jaunes, mais on aurait pu parler des violences faites aux femmes, avec la plateforme que le gouvernement lance. Il y a tout un ensemble de situations sur lesquelles on peut... David, pour terminer sur le chrétien en toi. C'est pas si éloigné de ce que vous dites. Non, mais c'est vraiment cette idée de cultiver sa pauvreté, en fait. Je pense que sa pauvreté de connaissances, parce qu'effectivement, nous sommes chacun dans des classes qui nous tiennent un petit peu prisonniers d'une certaine vision du monde et des autres. Et donc, ce genre de mouvement, même s'il nous gratouille, nous fait voir des personnes qu'on ne voyait plus. Ok. Et cultiver sa pauvreté aussi matérielle, c'est-à-dire, je pense aussi, bien identifier ce qui est le superflu et ce qui est le nécessaire. Et regarder le superflu avec un détachement qui fait qu'on est capable de répondre à n'importe quelle nouvelle taxe qui se justifie d'une façon joyeuse.
Ok, moi ce que je dirais peut-être pour terminer, c'est que je pense que ce discours serait difficilement entendable par quelqu'un qui a vraiment du mal à joindre les deux bouts. Et là, moi, je me pose quand même la question, moi qui suis un libéral forcené quand même, de ce déséquilibre, tu en parlais tout à l'heure, Marc, qui devient insupportable de répartition des revenus. Et là, moi, quand même, franchement, ça me touche. Et il y a un ferment de colère, là. Donc, au-delà de l'apprentissage de la pauvreté, il y a vraiment le côté cupide qui m'inquiète vraiment. Mais il me semble nécessaire que, David, en pensant à une personne qui a du mal à joindre les deux bouts, comme il y en a beaucoup, ne pas considérer qu'en fait, ils sont incapables de solidarité. Enfin, c'est pas ça, mais ils agissent, ils sont solidaires sans arrêt. Oui, malgré leur peu de superflu. Ce qui est quand même difficile, dans la traduction, je parlais de la lisibilité pendant cette émission, c'est on réduit les impôts finalement pour les plus riches parce que soi-disant ils sont force économique pour notre société et on augmente les taxes de ceux qui touchent en particulier les plus pauvres. Là, il y a quelque chose d'un déséquilibre dans la lisibilité déjà, peut-être qu'il peut y avoir des crédits, qui est insupportable. Je vais faire acte de repentance puisque là, quelque part, j'ai relancé presque qui pourrait être un débat alors qu'on est vraiment... au bout de l'émission. Messieurs, super, merci beaucoup. À bientôt pour une nouvelle émission Éclairage avec gilet ou sans gilet. Merci, à bientôt. À bientôt.